Cette fois-ci, vous avez le fromage et je vous présente le plat principal actuellement. Donc, la petite nouvelle, que vous ne connaissiez pas, qui est venue nous parler tantôt, Mireille McLaughlin, c'est pas la petite nouvelle, c'est de la visite. Elle nous est venue de l'Université d'Ottawa. C'est notre conférencière pour ce soir, que je vais tenter de vous présenter en quelques mots. Donc, Mireille, je tenais à la présenter puisque je la connais depuis, ça ne me rajeunit pas, mais à peu près 18 ans déjà. On a fait notre bac ensemble à Moncton. Et Moncton étant une petite université comme l'Université Laurentienne, les gens se connaissent d'un département à l'autre. Donc même si elle était en études françaises, ils vont en sciences politiques, on a quand même, on s'est bien connus, voilà, on veillait sur le gars. Non, pas bien connus comme ça. Mais bref, on faisait partie des mêmes gangs, on critiquait le journal étudiant, on critiquait la fédération étudiante, et je pense qu'on publiait aussi dedans, et je pense que si on nous avait dit qu'un jour on serait tous les deux profs d'université en Ontario, ça nous aurait paru assez invraisemblable. Mais bref, donc elle était en études françaises, comme je le disais, au bac, et elle est tombée sous le charme des enseignements de Annette Boudreau, qui est sociolinguiste à Moncton, qui est la vis-à-vis de Julie à Moncton. Et voilà, elle a poursuivi à la maîtrise, une maîtrise en sociolinguistique, avant de se diriger vers Toronto pour faire son PhD avec Monica Heller à comment on dit encore, l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, aussi appelé OESI en anglais. Par la suite, étant un esprit mobile, elle est allée en Catalogne, à l'Université ouverte de la Catalogne, pour faire un postdoc. Et finalement, à son retour au Canada, elle a trouvé un emploi à l'Université d'Ottawa, où elle est maintenant depuis 3 ans au département de sociaux. Vous allez voir que sa présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de sa thèse. Au niveau du doctorat, elle a travaillé sur l'émergence d'un discours de la gestion dans les politiques publiques du gouvernement fédéral et provinciaux concernant les arts et la culture. Et voilà. Donc elle s'intéresse toujours à l'économie et c'est pour ça qu'elle a dirigé le numéro qu'on lance aujourd'hui. Et c'est aussi de ça qu'elle va nous parler aujourd'hui. Alors je vous demande d'accueillir Mireille McLaughlin. Donc, merci beaucoup, merci d'être là. Je tiens à remercier certainement Joël, Serge, Julie qui n'est pas là et tous les gens qui m'ont invité ici à présenter. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter cette recherche-ci parce qu'en fait, c'est une recherche que j'ai entamée avec les gens qui sont là, Phyllis Young et les 2 assistants de recherche, Daniel Caron et Alexis Truong, en juin dernier. Fait que, en fait, c'est une primeur, c'est la première fois que je présente les résultats. Nous sommes encore en train de faire la recherche comme telle. Et donc, en fait, je compte sur vous pour me faire avancer et mieux réfléchir à ce que je vais vous présenter. Mais donc, le projet comme tel, nos questions de recherche principales, c'était en quoi le secteur d'emploi a-t-il un effet sur le sentiment d'appartenance des francophones en particulier? Je vais vous dire comment on a essayé de réfléchir à ça. C'est surtout ce sur quoi je vais me pencher aujourd'hui. Et ensuite, comment les Canadiens se représentent-ils la place de leur pratique linguistique dans le marché de l'emploi canadien? Et donc, les Canadiens, en fait, dans le premier, on s'intéresse avant tout aux francophones. Et dans le deuxième, on essaie de voir comment les francophones, anglophones et allophones négocient les frontières linguistiques au Canada, mais on pose comme, disons, comme hypothèse que les emplois, l'insertion professionnelle joue un rôle important dans la gestion des frontières. Parce que, tout simplement, pour le dire ainsi, les gestions de l'emploi, c'est vraiment, aujourd'hui, le salariat, c'est le modèle dominant de distribution des ressources, qu'une façon sociologique de dire, l'emploi joue un rôle important parce que c'est comme ça qu'on arrive à manger. Donc, en quelque part, les langues qu'on parle au travail, c'est important parce que c'est lié, les langues sont valorisées par le marché du travail, c'est important parce qu'en quelque part, c'est ce qui fait en sorte qu'on a des salaires, des ressources. Donc, pourquoi s'intéresser à cette question-là, surtout pour comprendre la francophonie? Et c'est là où la direction du numéro, en fait, moi, m'a beaucoup appuyée parce que j'en ai beaucoup appris. Mais donc, l'économie est productrice de catégorisation sociale. Donc, Simon Laflamme en parle, mais c'est aussi que en fait, le numéro, on avait parti avec l'idée du numéro pendant un colloque où on se demandait comme la francophonie a-t-elle une économie et l'économie est-elle francophone? Et en quelque part, les catégories sociales, en sociologie, on considère qu'on ne peut pas les imaginer à l'extérieur de la distribution des ressources et que la catégorisation sociale est toujours liée
à l'économie, d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, Simon Laflamme en fait bien le survol dans le numéro, petit plug juste là. L'économie a eu et continue de jouer un rôle dans la construction des projets de société francophones. C'est-à-dire que tous les projets de société, à tous les moments où les francophones pensaient leur avenir, ils ont toujours porté attention à l'économie d'une façon ou d'une autre. Et donc, en quelque part, je l'ai déjà dit quand je présentais le numéro, par exemple, au moment de la mise en place de la loi sur les langues officielles, c'était autant un objectif culturel qu'un objectif économique. On visait l'égalité économique, on constatait qu'il y avait des inégalités de salaire importantes et on voulait s'assurer que les francophones, en fait, n'étaient pas pénalisés par une égalité systémique. C'est-à-dire que les francophones, on voulait s'assurer que les francophones aient un accès égal au marché de l'emploi. Donc, ensuite, l'économie, pour ne pas s'intéresser, les représentations de l'économie servent à légitimer les politiques publiques, voire le curriculum scolaire. Je pense que dans le contexte actuel des réformes gouvernementales continues, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais souvent, comment on pense l'économie et le rôle de l'économie dans la distribution des ressources, comme qui doit faire quoi, ça a un impact sur les travailleurs et comment ils vivent l'économie. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, ce que je vous présente aujourd'hui, ça vient ajouter à tout ça, c'est que l'économie organise les trajectoires des francophones et la valorisation des compétences linguistiques. On constate, par exemple, aujourd'hui, il y a Maurice Baudin, Éric Fogg et Nicolas Bélan qui ont fait des études pour démontrer que dans toutes les régions, sauf les régions où les francophones sont majoritaires, les francophones gagnent légèrement plus que la moyenne des Canadiens. Donc, c'est un changement important qui a eu cours depuis les dernières années, qui soulève des questions notamment à savoir qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant les francophones, il faut dire c'est les francophones bilingues, mais comme vous le savez, les francophones qui vivent en milieu minoritaire ont tendance à être bilingues. Et donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les francophones, comment est-ce que les francophones vivent cette valorisation du bilinguisme? Qu'est-ce qui fait que le bilinguisme est valorisé aujourd'hui? Est-ce que c'est par exemple les hypothèses? Il y a une des hypothèses, c'est que c'est grâce aux politiques publiques. Donc c'est grâce au fait qu'on a la loi sur les langues officielles, qu'on a des espaces qui se considèrent comme bilingues officiellement. Et il y a d'autres chercheurs qui vont penser, par exemple, que la raison pour laquelle le bilinguisme ou les Canadiens bilingues gagnent plus d'argent, que ça c'est dû au fait qu'on vit aujourd'hui dans une économie du service, une économie où on s'attend à ce que de plus en plus l'individu puisse participer au marché de l'emploi canadien en français et en anglais pour desservir des publics bilingues. Et donc, je ne vais pas vous offrir de réponse à ces questions-là, d'après moi c'est les deux, mais c'est dans le contexte dans lequel on évolue présentement. Donc, pour continuer, nous ce qu'on a fait très rapidement, donc on a utilisé des données quantitatives, c'est un projet en méthode mixte, donc on a des données quantitatives. Je vais vous présenter un des tableaux. C'est pas moi qui ai mené les méthodes quantitatives. On n'apprend pas beaucoup de statistiques en études françaises, je vais vous le dire tout de suite. Mais donc, j'ai une super collègue qui peut écrire des codes comme ça. C'est miraculeux de l'avoir fait de la statistique. Phyllis Ruppion, qui a fait des études dans l'enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle. Et en fait, on s'est seulement intéressé aux francophones. Donc, on ne s'est pas intéressé aux anglophones du Québec, on les a éliminés. Et on a des données sur les francophones du reste du Canada. Et on s'est intéressé pour ce projet-ci, ce que je vais vous présenter sur donc la catégorie qui nous intéresse, c'est ceux pour qui la première langue officielle parlée est toujours comprise et le français. On a fait une distribution des secteurs d'emploi. Je vais vous présenter, expliquer un peu comment on a réfléchi à ça sous peu. On s'est aussi intéressé éventuellement, à force de faire des analyses, à la langue dans laquelle les répondants disent être le plus à l'aise. Donc, généralement, c'était le français et l'anglais, donc vous allez voir ces données-là aussi. Et finalement, pour mesurer le sentiment d'appartenance, on s'est intéressé au désir de transmettre le français aux enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux volets à l'EVMLO. C'est pas un acronyme très facile à dire, il faut le dire. Mais nous, il y a un volet pour les adultes et un volet où les adultes répondent pour les enfants. Donc nous, on a utilisé le volet où les adultes répondent pour les enfants. Donc toutes les personnes qui sont ici ont des enfants. Donc, c'est une des choses à savoir. Le volet qualitatif, qui est vraiment, on est encore en train de faire des entretiens, on est en train de commencer l'analyse, donc c'est vraiment préliminaire, donc c'est vraiment l'occasion pour vous d'analyser avec moi, si vous trouvez que je me trompe complètement, c'est le cas de le dire.
Donc, on s'intéresse à perception et expérience du marché de l'emploi. Et là, on s'est intéressé aux francophones et aux anglophones dans des régions bilingues. Et je vais vous présenter sous peu les régions. Et ensuite, à la place de la langue à l'emploi et dans les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire, on leur demandait de décrire leur emploi, quel était le public qui les servait, aussi qui sont leurs amis, qui sont leurs partenaires. Donc, on voulait mesurer en quelque sorte comment ils gèrent la langue au quotidien. Voilà pour la méthode. Donc, les régions que je vais vous présenter aujourd'hui, il va y en avoir une troisième qui va s'ajouter en 2015 dans la région du Restigouche, au nord du Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le Restigouche? Non, Joël, C'est donc la région est la région d'Ottawa. Donc on pourrait s'attendre à ce que le Restigouche et Ottawa soient complètement différents. Parce que le Restigouche, la population est à peu près 32 000 personnes. Et en décroissement. Il y a un décroissement de population important parce que c'était une région industrielle où, par exemple, les grands employeurs, c'était Abitibi-Bowater. Et Abitibi-Bowater a fermé ses portes. Donc, c'est vraiment une région de papier qui est en train de se reconvertir, essayer de se réimaginer son économie pour, en fait, ne plus être une région en décroissance de population. Mais dans ce processus-là, elle est en train de devenir le plus grand employeur, c'est le secteur public. Donc, et en particulièrement la santé, le secteur économique de la santé, ce qui la rend en fait un peu comparable avec la région d'Ottawa. Les deux régions sont aussi bilingues. Donc Ottawa, et là ça exclut Gatineau, cette donne ici. Il faut que je fasse plus d'enquêtes, mais on considère que la population d'Ottawa déclare à 38,3% être bilingue, alors que le Restigouche, c'est plus d'une personne sur deux qui disent être bilingue, pouvoir fonctionner dans les deux langues. Donc, c'est deux régions où le bilinguisme est important. Et donc, je l'ai dit, c'est aussi des régions où les économies entrepreneuriales, l'entrepreneuriat qui est le mot du jour dans les politiques publiques, sont des économies importantes. Et ça va revenir parce que vous allez voir que l'entrepreneuriat a un effet, il y a un lien, l'entrepreneuriat et la perception des compétences. Je vais vous donner le scoop tout de suite, là. Mais en fait, les entrepreneurs et les gens qui travaillent dans l'industrie du service sont ceux qui, dans nos données, se sentent le moins à l'aise en français. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne là, si on veut vraiment avoir une économie qui arrive à porter la francophonie. Donc, c'est le super tableau que moi je vais vous présenter, mais si Phyllis était là, elle le ferait beaucoup mieux que moi, là. Donc, ici, la bonne nouvelle, c'est que dans les répondants de l'enquête sur la vitalité des minorités linguistiques, on a tous les travailleurs, tous les gens qui ont répondu, considèrent, tous, il y a à peu près 91,89% qui considèrent que c'est important et très important, en fait très important, pour que leurs enfants apprennent le français. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment une volonté au sein de la francophonie canadienne de vouloir transmettre le français à leurs enfants. Et nous, on s'était demandé au départ, est-ce que ça va changer selon le secteur d'investissement des francophones, comme le secteur d'emploi. Et donc, on avait l'industrie, le gouvernement, professionnels, ça c'est comme les professionnels de la santé, comme les professionnels de la santé privée, c'est-à-dire comme les thérapeutes, les massothérapeutes, etc. Éducation et secteur communautaire, où c'est vraiment, vraiment important. Semi-professionnel privé, c'est là où on a les entrepreneurs et les gens dans le service public. Police et militaire. Finance et gestion, ressources humaines générales. Ressources humaines générales, c'est des gens qui travaillent en ressources humaines, mais on ne savait pas dans lequel des autres secteurs. Et donc, on se rend compte assez rapidement, c'est la première ligne, que pour tous, le français est important. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est qu'on a fait des analyses de logistique régressive. J'ai l'air de savoir de quoi je parle, mais vraiment non. Pour se rendre compte que, en fait, les deux plus grands comme ce qui arrivait à prédire si oui ou non les francophones voulaient transmettre le français à leurs enfants, c'était l'aisance en français. Donc, est-ce qu'ils sont plus à l'aise en français qu'en anglais? Et ça semble évident là, quand je le dis comme ça, mais bon, bref. Et le niveau d'éducation. Et donc, les sociologues ici qui ont lu Bourdieu vont se rendre compte que ces deux choses-là sont forcément liées, que donc, en quelque part, être à l'aise en français améliore notre expérience d'éducation, notre éducation améliore notre compétence en français, et que donc, il y a peut-être à ce niveau-là une sélection sociale qui est en train de s'opérer.
Donc ici, c'est, je vais voir si j'arrive, le répondant considéré plus à l'aise en français. On constate que dans l'industrie, c'est moins de la moitié, donc 43,24%. Au gouvernement, c'est notre chiffre le plus élevé de gens qui considèrent être plus à l'aise en français qu'en anglais, à 55,25%. Ce qui est quand même, c'est pas énorme, disons. Les gens ne se sentent pas à l'aise en français. Le plus bas, comme je l'avais dit, c'est semi-professionnel privé à 39,17 et les finances, 33,42. Et donc, on a des choses à explorer là. Et ensuite, l'éducation et le genre jouent aussi des facteurs. Mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui fait, par exemple, que dans l'industrie du service, je vous l'avais dit, donc si dans l'entrepreneuriat et le secteur privé, qui sont quand même des domaines d'investissement en termes de politique publique, si les gens ne sont pas à l'aise en français, il faudrait arriver à comprendre pourquoi c'est ces secteurs-là où on est moins à l'aise en français, surtout parce que l'aisance en français a un effet sur le désir de transmettre le français aux enfants. Donc, pour le dire autrement, si on parle de l'hypothèse que c'est l'expérience au travail qui fait en sorte qu'éventuellement ils perdent leur aisance en français, et c'est pas clair que c'est ce qui se passe, ça se peut que ça soit plutôt l'aisance en français qui va déterminer comment ils s'intègrent au travail. Mais donc, si on parle de ces hypothèses-là, il faut essayer de comprendre en gros pourquoi ça. Et donc nous, dans les entretiens qualitatifs, et là je vous le disais c'est au début, on a posé des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe. En fait, ces entretiens semi-dirigés. Et ici, on a l'exemple de Nathalie, qui est une étudiante à Ottawa, mais qui travaille aussi, elle a travaillé comme gardienne d'enfants, et là, on lui demandait de parler en français aux enfants, donc c'est une famille qui voulait que les enfants apprennent le français, et c'était à elle de leur apprendre le français. Elle est originaire de la Nouvelle-Écosse, d'une région francophone de la Nouvelle-Écosse, et elle travaille aussi dans une école de danse à Ottawa, donc où en fait, c'est elle qui est la bilingue de l'école de danse. L'école de danse dit qu'elle est bilingue. L'école de danse, sur son site web, dit « Nous sommes bilingues » et c'est elle la personne bilingue. Donc, c'est quoi? C'est la francophone de service. Donc, at school, et ça c'est à l'université, I speak very minimal French, et il faut dire qu'elle a choisi de faire l'entretien en anglais. Donc, qui est un signe quand même. Donc, et en passant, est-ce que je peux faire la traduction tout de suite, là, mais at school I speak very minimal French just because a lot of my classmates are from Quebec and they have a hard time understanding me and it's really hard for me to clean it up. It's a lot of thought for me to really clean it up when I'm speaking it, so I don't speak French just because of the dialect difference. I'd love to though, but it's just really hard. It's easier to speak English for me. Donc, on se rend compte en quelque part que il y a un rôle de la norme linguistique perçue, de la variation linguistique qui fait en sorte que dans le contexte de mobilité de la Nouvelle-Écosse vers Ottawa, elle a choisi plutôt de passer vers l'anglais. Cependant, ce qui, moi, m'étonnait en particulier, j'avais été à Joël aujourd'hui, j'étais comme, il y a quelque chose que je trouve vraiment intriguant. Je vais commencer tout de suite par la fin, puis je vais revenir, mais elle dit, I'm completely French, like I'm 100% French. Elle se considère vraiment comme 100% francophone. Et ça, c'est dans un contexte où l'entretien se passe en anglais et où elle dit, moi, avec des gens qui ne sont pas de la Nouvelle-Écosse, je ne parle pas français, à moins que les gens y tiennent vraiment. Et donc, Daniel, l'assistant de recherche, lui a posé la question, mais donc, pour toi, est-ce que c'est son partenaire à elle parle anglais? Et donc, Daniel lui a posé la question, est-ce que c'est important pour toi que tes enfants apprennent le français? Elle a dit, oh yeah, when we do have kids, they will be spoken to in French by me all the time, and they will be going to a French school, so. Et ensuite, elle continue à figure, comme où elle dit, l'anglais, ça s'attrape, en gros, on sait tous, mais que le français, c'est moins universel, donc c'est ici. Like, not that it's not a good thing to have French, but that it's unnecessary, but it's not as needed, I would say. Et donc, et elle continue, donc Daniel lui pose la question, but you still teach your kids French, so I mean there's an advantage? Oh yeah, I think it's really important for my kids to have any, like, if I could speak Spanish, they would have all of the, like, I think it's important for children especially to have as many tools as they can. C'est quoi? Son vocabulaire anglais est tellement bon et enrichi. Mais c'est pas grave. Donc,
On a d'autres participants qui, comme là, c'est juste, je vais vous présenter ça rapidement. J'arrive bientôt fini, là, parce que j'aimerais qu'on ait un peu le temps de discuter. Je ne sais pas si ça fait partie du vin fromage, mais... donc, ici, c'est Emma, qui est en fait originaire du Nouveau-Brunswick, qui travaille pour le gouvernement fédéral, qui est de langue maternelle anglaise, et qui, elle, aimerait envoyer ses enfants à l'école en français s'il veut y avoir accès, notamment parce qu'elle considère que c'est vraiment important d'apprendre le français au Canada. Donc, elle va dire... oh, il y a une erreur, là. J'ai enlevé quelque chose par erreur, mais en tout cas, en gros, elle dit que c'est important. Oui, il est là, c'est la fin du premier paragraphe. Le point qui est là. Ah, là. Donc, est-ce que c'est important? Oh, yes, 150%. Daniel, so really the value of both languages is important. Yes, I think it's profoundly important, even if you don't use it, I think it's good for your brain. Donc, il y avait des études qui sont parues en sociolinguistique. Je sais pas, ça a circulé sur Internet que être bilingue, c'était bon pour le cerveau, et donc, visiblement, ça circule comme ça va. C'est comme les stats. Ça donne 4 années de plus à l'absence d'Alzheimer. Oh, ben, voilà. Passer 50 ans à essayer de montrer ça aux étudiants, ça va marcher. Et donc, il faut aussi dire que Emma a sa certification bilingue au gouvernement et elle vient de repasser le test et de l'avoir. Donc, et en fait, c'est ça, dans sa vie quotidienne, elle parle les deux langues, même si son partenaire est anglophone. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu partant du projet. Tu sais, c'est quelqu'un qui ferait partie des gens qui considèrent que le français, c'est important. Léa, elle est comme le cas de ce à quoi on pourrait s'attendre. Elle est originaire du Nouveau-Brunswick aussi, habite à Ottawa et travaille aussi pour le gouvernement fédéral. Donc, Daniel lui pose la question, si tu savais pour avoir des enfants, tes enfants seraient francophones, ils iraient à l'école française. Puis Léa, pour elle, c'était clair. Oui, ça, je ne crois même pas qu'il y aurait le choix. Non, c'est clair pour moi, puis même, comme avec mon chum, c'est facile parce qu'il est francophone aussi. Et on sait que les exogamies jouent un rôle important dans tout ça. Parce que je veux absolument que les enfants soient bilingues. Donc, l'école française, en fait, sert de porte vers l'accès au bilinguisme. Donc, en quelque part, c'est une des tensions qu'on connaît, qu'on observe depuis longtemps dans les études francophones. Bon, voilà ce que je veux vous présenter. Est-ce qu'il va y avoir le temps pour une période de questions? Je regarde. Oui, OK. Donc, j'aimerais vraiment... Vous êtes les premiers à voir ces résultats-ci, cette enquête-ci. Donc, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de réfléchir avec nous. Donc, on considère, par exemple, que toutes les catégories d'emploi considèrent que c'est très important de transmettre leur français à leurs enfants. Donc, il y a quand même un attachement au français qui est exprimé dans les enquêtes. Il y a un lien entre l'occupation et la perception des compétences en français. Donc, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue, on va essayer de mieux comprendre et de mieux saisir ce qui se passe là. Est-ce que c'est les compétences qui déterminent, qui vont avoir un effet sur quel type d'occupation qu'on va avoir, ou est-ce que l'occupation va faire en sorte qu'on est plus à l'aise en français? Donc, c'est un peu la poule ou l'œuf, on n'est pas encore certain. L'aisance et l'éducation ont un impact significatif sur le désir de transmettre le français aux enfants. Ça, je l'ai dit à quelques reprises, mais les catégories d'emploi en émergence sont aussi celles où les francophones affichent le moins d'aisance. Désolé, il y a un S à celle, pardon de manquer d'aisance. Et donc, l'insécurité linguistique en français favorise au quotidien l'utilisation de l'anglais au travail. C'est des choses qui nous reviennent constamment. Comme dans les données du Restigouche, il y avait une jeune qui était bilingue, donc sa famille ses parents étaient un francophone, anglophone, qui disait, c'était elle la francophone de service, donc la bilingue de service dans son entreprise. Et en fait, c'était elle qui était responsable de faire l'affichage pour l'endroit où elle était. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle mettait les titres en français, mais les textes, c'était un musée, donc elle mettait les titres en français, mais les textes explicatifs en anglais seulement, parce qu'elle disait, c'est affreux, parce qu'on a beaucoup de Québécois qui viennent ici, et dès qu'ils voient des erreurs, ils sont indignés, fait qu'on fait juste en anglais, et il n'y a personne qui chiale. C'est fascinant. C'est logique. Voilà, c'est l'insécurité linguistique, en fait, en quelque part, vient faire en sorte que le français efface l'espace public. Et je pense que c'est un des résultats importants de notre enquête jusqu'à date. Donc, les questions qui suivent, je vais vous expliquer cette photo-là en conclusion, mais c'est en quoi, nous, on continue avec nos données pour comprendre en quoi la mobilité géographique joue un rôle sur l'appartenance, c'est-à-dire que sur l'emploi, le type d'emploi. Parce qu'au départ, c'est pour ça qu'on va ajouter Fort McMurray, c'est-à-dire qu'au départ, on voulait comprendre qui du Nouveau-Brunswick va
vers reste du Nouveau-Brunswick, qui va vers Ottawa et qui va vers Fort McMurray. C'est une question comme une autre. Et ensuite, quel est le rôle de l'aisance, la sécurité linguistique, dans l'accès à certains types d'emplois? Et ça, cette photo-là, c'est que dans le Restigouche, il y a une miellerie, qui est d'ailleurs délicieuse. Vous avez tous à venir au Restigouche. D'ailleurs, il y a le Congrès mondial acadien cet été. C'est l'occasion de venir. Ce qui est intéressant, c'est que dans les produits qui sont maintenant produits au sein de l'entrepreneuriat local, on constate qu'il y a quand même un renversement qui est en train de s'opérer, parce qu'on a maintenant ici le produit que vous connaissez peut-être des supermarchés Loblaws, donc où c'est l'anglais d'abord, le français ensuite. Ici, on a le français d'abord et l'anglais ensuite, peut-être pour produire une marque de commerce, mais aussi parce que dans la région du Restigouche présentement, les gens à qui on a parlé nous disaient c'est de plus en plus important de maîtriser le français pour se maintenir dans l'économie, parce que les emplois qui valorisaient, où on pouvait fonctionner en anglais seulement, sont disparus avec la disparition de la grande industrie. Donc voilà pour ma présentation. Merci. Merci pour la magnifique présentation qui suscite les réflexions et qui nous provoque un peu aussi là, dans notre compréhension du milieu commercial actuel. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'évidemment, on avait prévu une période là, pour venir, puis elle s'est déplacée d'Ottawa, donc pourquoi pas en fait l'interroger sur ces propos. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Et moi, je vais réagir. À Restigouche, l'affichage en anglais. On est en train d'alimenter la part des Québécois pour la loi 101. Oui. La part des Québécois pour la loi 101. Donc. 101, ils veulent tellement préserver les affichages, la communication en français. Alors, lorsque les Québécois vont à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ça en anglais. Ils sont vraiment minoritaires. Et je pose la question à ces gens-là, avant de mettre quelque chose, il n'y a pas une forme d'évaluation, de rédaction, de correction, et aussi pour critiquer la part québécois. Vous avez votre façon de prononcer, de dire des choses, et nous avons la nôtre et respectons le fait que les deux parlent français. Oui, de façon différente, certainement. À l'oral, à l'oral, il y en a plusieurs qui disaient vivre des choses assez tragiques. C'est fascinant comment ils vivent l'expérience de la norme québécoise, en fait. Ce que j'ai pas dit dans les deux régions sont limitrophes du Québec. Et une des choses qui se passe aussi, c'est quand les Québécois traversent, la raison pour laquelle ils réagissent quand il y a des textes en français, c'est parce que, en quelque part, ils ont l'impression que c'est leur langue qui est représentée. Mais quand il y a des textes seulement en anglais, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une région bilingue. Donc, ils ne vont pas avoir le réflexe de dire, parce que l'entrepreneuriat est souvent axé sur le commerce, sur la circulation, sur le tourisme. Et donc, les Québécois vont prendre pour acquis que c'est normal que c'est en anglais. Alors, en quelque part, il faudrait peut-être leur dire, dans le Restigouche, vous avez le droit de demander des services et de l'affichage en français. Mais bon, ça c'est... Oui, oui. Oui, mais aussi, il y a un terme, parce que ce qui est fascinant de cette discussion-là, c'est qu'ils ont aussi peu de ressources d'infrastructures pour arriver à... Tu sais, il faudrait juste leur acheter un logiciel antidote, là. Vraiment, comme c'est... Mais bon, que moi, je n'ai pas utilisé sur la présentation. Je suis en sécurité linguistique totale. Non, mais l'antidote, c'est pas suffisant. C'est ce qu'il va parler, là, mais l'antidote, c'est pas suffisant pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise en français et qui est la francophone de service. Alors, ça, je comprends très bien sa réaction dans ce cas-là. S'il n'y a personne d'autre à qui elle peut aller parler, s'il n'y a pas d'autres ressources, et c'est beau qu'on ait les ressources de logiciels. Mais même Antidote va poser des questions. Si son français n'est pas suffisamment... en fait, ce qui est triste, c'est qu'elle n'a pas accès à des ressources à quelqu'un ou à d'autres personnes qui pourraient la sécuriser dans ça. Oui. Oui, parce que le logiciel va l'aider, mais il peut la confondre aussi. Donc, et je comprends très bien qu'elle puisse ne pas vouloir maintenant mettre du texte sur lequel elle n'a pas vraiment de contrôle parce qu'elle a suffisamment de ressources et c'est clair que c'est une chose d'avoir des ressources pour s'exprimer en français, et c'est une autre chose, puis dans un français à peu près correct oralement, c'est une autre chose que de mettre des petites affichettes sur une exposition. Donc,
je comprends très bien qu'elle ait choisi de faire ça. Le défi, pour moi, le défi est double. D'une part, c'est aussi dans les milieux où ils travaillent, il y a la conceptualisation du francophone de service comme n'ayant besoin d'aucune ressource. Parce qu'ils sont bilingues, ils sont capables de tout faire. Puis s'ils ne sont pas capables, en fait, c'est de leur faute. C'est comme on met le poids du marché linguistique bilingue sur eux. C'est-à-dire, on s'attend à ce que des francophones qui grandissent dans des milieux très bilingues soient capables de maîtriser et parler le français comme des gens qui grandissent dans la ville de Québec, par exemple. Et ça, c'est un défi structurel que je pense qu'au sein des instituts francophones, c'est à nous d'y penser, de réfléchir comment on va gérer ça. Le deuxième défi, qu'est-ce que j'allais dire?